nous allons aborder les anniversaires qui ne sont pas des anniversaires heureux, faut-il le dire. Il y a 50 ans, moi c'était en 1975, donc j'étais un jeune élève de CM1 à l'époque, et je me rappelle d'ailleurs le soir, j'étais resté peut-être veillé, un peu seul, regarder la télé, je regardais les infos du soir sur la 3e chaîne, et j'entendais Saigon est tombé. Donc c'était la chute de Saigon, le Viet Minh entrait dans Saigon, c'était l'époque de l'exode, des Boat People, de la soumission, et peu de temps après, Saigon allait devenir Ho Chi Minh Ville. Alors, ce qui était également, quand on est engagé poétiquement, la question du Vietnam a été une question centrale en France, notamment d'affrontement entre l'extrême gauche et la droite nationale. L'extrême gauche, qui a pu fait et cause pour ce régime communiste, tortionnaire, totalitaire qu'est le régime vietnamien, avec les pétitionnaires, les Sartre, Beauvoir et consorts. Et en France, on n'avait pas le droit, notamment, de défendre le Vietnam, le Sud-Vietnam, le pays libre, sauf peut-être des esprits libres comme Raymond Aron et autres. Raymond Aron, ce grand intellectuel à qui on ne rendra jamais assez hommage, qui a été bien seul dans les années 50, 60, 70 jusqu'au début des années 80. Alors, quelle est la signification aujourd'hui, Pascal Mas, de ces 50 ans justement de la chute de Saigon? Alors, d'abord, avant la chute de Saigon, il y a eu celle de Phnom Penh, le 17 avril. Vous aurez remarqué que pas un seul média n'en a parlé. Et à cette époque-là, Libération et l'Humanité, des journaux qui existent Phnom encore, Penh avec l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. et de Pol Pot, et qui ont réussi Génocide, 3 millions de C'est victimes, ça, il faut le c'est-à-dire rappeler. un tiers du pays. Sans parler de tous ceux qui ont fui, notamment, comme vous dites, avec les bateaux, etc. Donc Phnom Penh première, et ensuite Saigon. Qu'est-ce que ça a donné? Le Vietnam avait été complètement martyrisé à coups de bombes au napalm, d'agents orange et de tout ce matériel américain, dont aujourd'hui encore le pays souffre. Déjà les personnes, les malformations, etc., plus les terres qui sont polluées encore pour des dizaines d'années par ces produits-là. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que les communistes, alors d'obédience plutôt soviétique. Le Vietnam était soutenu par l'URSS et le Cambodge, les Khmers rouges plutôt par la Chine. Mais la Chine, à cette époque-là, n'avait pas la puissance diplomatique et économique qu'elle a aujourd'hui. Donc, et puis le Cambodge, c'était pas quelque chose d'essentiel dans l'échiquier régional asiatique. Alors donc 75, donc la chute des régimes corrompus. Il faut quand même pas oublier non plus les régimes de laotiens, cambodgiens et sud-vietnamiens, qui étaient vraiment des horreurs, soutenus à bout de bras par les Américains, parce que ça faisait fonctionner leur économie de guerre. Enfin, moins des horreurs que le régime De ce qui a communiste. suivi, Voilà. c'est sûr. C'est évident. Relativement, oui. Mais vous savez, quand vous allez au Vietnam, quand vous dites que vous êtes français, même les gens des jeunes générations disent: oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant quand vous étiez là. Bon, parce qu'après, ils se sont pris, parce qu'après les Russes n'ont pas été très tendres non plus. Donc voilà, mais maintenant tout ça, alors vous voyez, peut-être que ça ferait l'objet aussi d'une émission. Il n'y a pas de rancœur anti-française au Vietnam et au Cambodge. Au contraire, quand vous rencontrez des Cambodgiens ici ou des Vietnamiens qui ont vécu cette expérience malheureuse des Boat People, ils remercient la France de les avoir accueillis, pas comme d'autres. Aussi bien mon regard. Rappelons quand même qu'il y a dans sa grande totalité, les communautés vietnamiennes et cambodgiennes sont quand même des communautés d'origine qui sont très bien intégrées, tout en gardant leurs racines en France et qui sont plutôt exemplaires dans leur comportement. Totalement. Et là, tout à l'heure, vous avez mentionné les intellectuels comme Jean-Paul Sartre, mais il n'était pas tout seul. Il y avait Glucksmann, père. Oui, bien sûr. Il y avait BHL. Ceux-là, ils n'ont pas fait acte de contrition. Ils ne le feront jamais, de toute façon. Pas André Glucksmann, mais son fils est sur la bonne voie aussi pour quelques aventures à suivre. Jusqu'au jour où on ouvrirait un peu le dossier gérangien pour le concernant. On fera peut-être l'objet d'une émission particulièrement. Non, mais bon, donc, alors, ce que je voudrais dire, parce que quand on va parler du Liban, donc, début de la guerre du Liban, fin de la guerre du Vietnam, début de la guerre du Liban, il y a une logique dans tout ça. Les Américains ont besoin de guerre en permanence. Parce que c'est leur économie fondée sur deux piliers, c'est le dollar et les armes. Donc, quand une guerre se termine, il faut bien en créer une autre ailleurs. Voilà. Merci Pascal Mas. Nous allons passer au grand volet de notre émission. C'est les 50 ans du déclenchement de la guerre du Liban, le 13 mai 1975. Alors,
Vous excuserez votre serviteur de faire un petit peu de publicité personnelle. C'est que François Costantini, moi-même, je viens de sortir une nouvelle édition de mon livre, le Liban, Histoire et Destin d'une exception. Je n'ai pas encore, parce que mon éditeur ne me l'a pas encore fourni. Donc François Costantini, le Liban, Histoire et Destin d'une exception, aux éditions Perspectives Libres. C'est une deuxième édition, revue augmentée, notamment à la lumière des événements récents et la chute du régime Assad. Vous m'excuserez cette petite parenthèse personnelle, notamment, pour présenter la deuxième édition de mon livre. Alors, il y a un peu plus de 50 ans, donc de 13 avril 1975, commençait la guerre du Liban. Comment celle-ci était-elle déclenchée? On parle de l'événement de l'après-midi, mais on ne parle pas de l'événement du matin. Le matin, en effet, Pierre Gemayel, le chef des Phalanges, un principal parti national chrétien, inaugurait une église, notamment en El Remané, côté quartier chrétien populaire de Beyrouth, et des Fédayines palestiniens, qui constituaient un État dans l'État à l'époque, ont tiré, assassiné quatre membres, notamment des Kataeb, et ensuite le soir, en fin d'après-midi, un bus notamment de Palestiniens qui revenait notamment d'une parade dans un camp palestinien de Beyrouth-Ouest, a fait une provocation, est passé dans le quartier chrétien, a été pris sous la mitraille, il y a eu 25 morts. Ensuite, des affrontements se sont généralisés entre les nationaux libanais, essentiellement les chrétiens, et les Palestiniens qui étaient présents depuis plusieurs années au Liban, à plus forte raison depuis les accords du Caire de 1969, qui reconnaissaient à l'OLP la faculté de jouer un rôle d'État dans l'État, puisqu'ils pouvaient contrôler le pays, circuler en armes, attaquer Israël depuis le Liban Sud. Je rappelle que Yasser Arafat, qui est en fait, s'est avéré toujours un véritable criminel au Liban. Les crimes de l'OLP sont effroyables, notamment contre les populations chrétiennes, femmes, vieillards et enfants. Yasser Arafat, il faut le dire, qui de façon honteuse est mort en France et sorti honoré par l'armée française. C'est encore un geste qui n'honore pas Jacques Chirac. A été quelqu'un qui a dit la route de Jérusalem passe par Jounieh, qui était le cœur du pays chrétien. Donc on parle beaucoup, soi-disant aujourd'hui, paraît-il, de génocide à Gaza, ce qui est loin d'être prouvé. Par contre, on ne parle pas du véritable génocide sur les chrétiens libanais, qui a été provoqué en premier temps par les Palestiniens et ensuite par le régime syrien. Donc nous allons évoquer notamment les circonstances de la guerre. Alors je vais m'adresser bien sûr là-dessus à Pierre Sassine, qui est un témoin et qui est un militant libanais. Pierre Sassine d'abord, une question générale. Est-ce que la guerre du Liban est terminée? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, quand monsieur a parlé de la célébration de la fin de la guerre de Vietnam. C'est vrai qu'au Liban, on célèbre le début de la guerre. C'est pas anodin, parce qu'elle n'est pas terminée. La preuve, elle est encore là. Alors pourquoi n'est-elle pas terminée, à votre avis? Parce que le Hezbollah a remplacé l'OLP. Et il est toujours là. Donc elle n'est pas terminée. Il y a une continuité. C'est la guerre du Hezbollah contre qui, à votre avis? Le Hezbollah, il est contre, comme l'OLP, c'est contre l'intérieur du Liban, c'est pour l'échiquier politique libanais. Il veut imposer ses choix, sa volonté et sa domination, s'appuyant sur le régime iranien. Il veut prendre le pouvoir au Liban, en fait. Il ne le cache pas, il veut instaurer une république islamique au Liban. Ça fait partie de ses objectifs. Revenons sur les origines, justement, du conflit libanais en 1975. Il y avait déjà, je pense, avant 1975, un certain nombre, justement, d'affrontements, d'escarmouches entre, d'un côté, les Palestiniens et l'armée libanaise. Et pourquoi, justement, l'armée libanaise n'a pas pris le relais et n'a pas pu régler le problème, justement, palestinien au Liban? Parce que quand ça a commencé, c'était juste après l'accord du Caire, quand il y a eu Septembre Noir. Alors, l'accord du Caire, je précise pour nos éditeurs, excuse-moi de vous couper un petit peu, cher Pierre. L'accord du Caire 1969, passé justement entre Yasser Arafat et le général Émile Boustani, chef d'état-major de l'armée libanaise, paraît-il, sans l'accord du président de la République à l'époque, qui était Slimane Frangieh. On pensait d'ailleurs qu'il avait peut-être des rêves de présidence de la République et qu'il avait besoin d'un certain nombre d'appuis qui permettaient à l'OLP justement pratiquement de circuler, d'être en armes et d'établir entre guillemets une résistance contre Israël à partir du Liban. Ça c'est les accords du Caire. Et 1970, Septembre Noir, c'est justement une conséquence, c'est que comme par hasard, on signe les accords du Caire quelques temps avant, et en 1970, septembre 1970, l'OLP également, qui se comporte comme un État dans Jordanie,
oublie quand même qu'il a en face de lui notamment des bédouins combattants avec à leur tête le roi Hussein de Jordanie qui chasse manu militari les Palestiniens, du moins l'état-major de l'OLP de Jordanie. Je rappelle que la population de Jordanie est composée aux 2 tiers de Palestiniens. Remarquez au passage, d'ailleurs, d'après une étude que j'ai faite, c'est qu'à l'époque, la Syrie d'Hafez al-Assad, qui venait de prendre le pouvoir, n'a pas assuré d'appui aérien à l'OLP. Elle a en quelque sorte laissé faire. Oui, donc après l'accord du Caire, il y a eu une véritable instauration d'un État dans l'État, un État palestinien. Il faisait la pluie, le beau temps. Enfin, c'est peut-être pas la bonne expression. Donc, Solomon Franchi a alerté rapidement parce qu'il y a eu quelques combats entre l'armée notamment et même les Syriens qui sont venus d'ailleurs pour soutenir les Palestiniens au début. Et il a vraiment alerté à l'époque chèque de Pierre Gemayel et Camille Chamoun. Alors Pierre Gemayel qui était le chef des Kataeb et Camille Chamoun qui avait été président de la République de 1952 à 1958, qui était le chef du Parti national libéral, un parti chrétien assez fort mais plutôt pro-occidental, qui était l'autre grand leader chrétien de l'époque. Donc il leur a dit clairement que l'État ne peut rien faire, elle ne peut pas stopper tout cela, il faudrait qu'ils assument la responsabilité historique. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à s'entraîner un peu et ils sont préparés pour défendre le pays, quoi. Ah oui, alors rappelons qu'au début de la guerre, les Kataeb étaient à peine armés, avec quelques armes, quelques fusils, et ensuite ils ont pu résister à l'OLP, les Kataeb, les Némor également, les Tigres, la milice de Camille Chamoun, et au début les Maradas de Sleiman Frangieh, président de la République de 1970 à 1976, plus d'autres organisations. Alors on avait notamment les Gardiens du Cèdre, les Tanzim, et celui qui pour moi reste, alors c'est une opinion personnelle, le modèle peut-être du libanisme intégral, du nationalisme libanais intégral, qui est Étienne Sacker, le chef des Gardiens du Cèdre, aujourd'hui exilé je crois alors à Chypre après avoir été exilé en Israël, qui était l'ancien doyen de la faculté de sciences politiques de l'université du Saint-Esprit à Kaslik, l'université des moines maronites, qui s'est toujours opposé au caractère arabe même du Liban, pour se connecter aux racines phéniciennes. Alors, tous ces groupes-là vont se fédérer, s'armer, et vont former un instrument militaire qu'on va appeler les forces libanaises, qui va substituer à l'armée libanaise. Pourquoi ? Parce que l'armée libanaise est à l'époque formée de brigades uniconfessionnelles. Par exemple, la 6e brigade est chiite, elle va être en bonne partie à l'origine du mouvement Amal, la 8e est chrétienne, la 11e est chrétienne, et cette armée va éclater justement avec ces brigades compactes pendant la guerre. Une partie de l'armée va rejoindre la résistance chrétienne, disons être plutôt un appui d'artillerie, mais les chrétiens vont organiser véritablement leur résistance, leur propre armée, et à partir de là, est-ce qu'à votre sens, le début de la guerre du Liban, c'est pas aussi... Alors, je pose la question également à Pascal Masse, Pierre assassine d'abord Pascal Masse, l'échec de l'État libanais tel qu'il a été conçu en 1943, c'est-à-dire ce compromis islamo-chrétien, et plus singulièrement un compromis entre les maronites et les sunnites. On ne peut pas nier que les accords du Caire n'auront jamais eu lieu s'il n'y avait pas de manifestations, notamment dans les milieux sunnites, pour réclamer un soutien aux Palestiniens. En même temps, il y avait le premier ministre de l'époque, Rachid Karami, qui est rentré chez lui à la maison. Il venait même plus aux réunions du gouvernement. C'était vraiment pour faire une pression. Il y a d'autres déclarations dont El-Yafi qui disait que... Qui pardon Brahim El-Yafi, ouais. C'était un ancien premier ministre qui disait clairement « Je suis le premier des Fedaïn ». Donc, Fedaïn, c'était les combattants palestiniens. On voit bien un soutien là de la communauté sunnite libanaise sous couvert confessionnel. C'est un petit peu ce qu'il a pris François. Ouais. Alors rappelons également qu'un événement qui a eu lieu juste avant la guerre du Liban, c'était notamment une manifestation des pêcheurs de Saïda sunnites, et le député Marouf Saad, sunnite, qui avait été tué dans une manifestation
contre l'armée. Et tout député libanais qu'il était, il avait été enterré dans les plis du drapeau palestinien, ce qui est assez singulier. Hein. Il n'y a que la France insoumise aujourd'hui qui substitue le drapeau palestinien au drapeau français, mais déjà les sunnites, du moins les politiciens sunnites libanais, substituaient le drapeau palestinien au drapeau libanais. Pascal Mas, est-ce que le déclenchement de la guerre du Liban, alors, selon vous, c'est la matérialisation de l'échec du compromis de 1943? Alors, évidemment, parce que la Constitution de 1943 a été rédigée en fonction de la représentation de chacune des populations. Bon, en 1975, c'était plus du tout la même. C'est-à-dire que alors, populations... je crois que la Constitution date de 1926, hein, de Michel Chirac, mais en effet, vous avez raison, elle s'appliquait pour la première fois en 1943, ce qu'on a appelé le pacte national, qui est un pacte non écrit d'ailleurs. C'est cela. Et puis, donc, qui prévoit que le président est chrétien, chrétien maronite. Maronite, voilà. Que le président de l'Assemblée est sunnite et que le Premier ministre est sunnite et le président de la Chambre musulman chiite. Voilà. Et donc, bon, de toute façon, ça même aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne tient plus. Et je voudrais quand même revenir sur quelque chose d'essentiel qui n'est assez rarement évoqué, c'est la doctrine Kissinger. La doctrine Kissinger, c'était très simple. Pour que les Israéliens soient tranquilles, il fallait dégager les chrétiens aux États-Unis, en France, en Australie, partout. On vide le pays des chrétiens pour y installer les Palestiniens dont on a vidé la présence d'Israël. C'est-à-dire que les Israéliens se débarrassent des Palestiniens, on les parque au Liban, et les chrétiens, on les dégage en tant que peuple sans terre, dirais-je. Kissinger disait d'ailleurs assez froidement, concernant les chrétiens du Liban, un tiers mourront, un tiers se soumettront, un tiers émigreront. Oui. Et il faut rappeler également cette phrase, c'est que Kissinger, qui était un grand admirateur d'Hafez al-Assad, disait « If you want peace, give Lebanon to Syria ». Il disait « Si vous voulez la paix, donnez le Liban à la Syrie ». Il pensait que c'était une compensation, notamment sur le Golan, et une volonté justement de faire en sorte que la Syrie conclue absolument la paix. Je rappelle que Kissinger disait « On ne peut plus avoir de guerre sans l'Égypte, mais on ne peut pas non plus arriver à la paix sans la Syrie ». C'était une compensation, justement. Kissinger est un homme par l'équilibre, et de façon froide, Kissinger entrevoyait une liquidation du Liban, et liquider le Liban, c'est liquider ce qui faisait la singularité du Liban, c'est-à-dire l'élément chrétien qui a toujours porté son indépendance. Les Libanais ont été nationaux, patriotes pour 2, pour 3 ou pour 4 au Liban, comme ils l'ont toujours démontré. Et là, par contre, ça marquait véritablement l'échec du compromis 1943. Et aussi la revendication permanente de la Syrie, du territoire libanais, au titre de la Grande Syrie, comme le Eretz Israël, pour les Israéliens qui considèrent que le Liban fait aussi partie du territoire. Rappelons également, c'est que certes, le régime syrien des Assad, le régime syrien des Assad, avait fait notamment de sa tutelle sur le Liban l'alpha et l'oméga de sa politique pour plusieurs raisons, mais qu'en Syrie, dès 1943, dès l'indépendance de la Syrie, quand vous alliez en Syrie, il n'y avait jamais le Liban qui était destiné sur une carte. Jamais. C'est-à-dire même avant 1970, avant la prise du pouvoir des Assad, le Liban faisait partie de la Grande Syrie. Le mandat français sur Syrie-Liban, la Syrie n'a jamais accepté le mandat distinct, notamment sur le Liban. Le régime Assad, on va le voir par la suite, niait encore plus que tous les autres l'indépendance de la Syrie. Alors, 1975, donc des affrontements ont lieu. Il y a une scission véritablement du pays, Beyrouth Est chrétien, Ouest aux mains des Palestiniens, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, alors terme curieux, les palestino-progressistes. Est-ce que les palestino-progressistes sont les islamo-gauchistes de l'époque? Oui, on peut répondre tous les deux, Pierre Sassine et Pascal Mas ensuite. On peut facilement faire le lien, parce que moi je me rappelle de mon enfance quand ça a démarré, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, donc j'ai pas conscience sur le coup de ce qui se passait. Palestinien, pour moi, ça ne voulait rien dire. Par contre, dans mon village, il y avait les cloches qui sonnaient. Tiens, il y a un des nôtres, donc un chauffeur de taxi qui était dans une ville musulmane, et il était assassiné, quoi. C'est un peu ça ça a commencé pour moi. C'était une guerre religieuse. Oui, le conflit confessionnel a démarré
Donc voilà. Et après, petit à petit, les choses commençaient à être plus claires. Et c'est vrai que quand on voit, je vais dire un truc qui peut un peu déplaire à certains, mais aujourd'hui, le gouvernement, il est islamo-gauchiste au Liban, hein. Alors, rappelons justement à ce titre, on va y venir, que le président actuel, Joseph Aoun, ancien commandant en chef de l'armée, mais surtout le Premier ministre actuel, Nawaf Salam, vous en parlerez, est quelqu'un dont on sait qu'il est issu d'une grande famille de leaders sunnites. Saeb Salam, son oncle. Son oncle était notamment quelqu'un qui était très proche des Palestiniens et qui est lui-même quelqu'un de très engagé à gauche. Je rappelle que, je crois qu'il était président de la Cour pénale, de la Cour... la Cour internationale de justice, donc qui rend des arbitrages, c'est lui qui a engagé notamment toutes les procédures contre Israël. Donc on connaît ce qu'on débat, on sera amené à en parler. Pascal Masque, est-ce que les Palestiniens progressistes de 1976 sont les islamo-gauchistes de 2025 ? Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'OLP et même les autres organisations pseudo-palestiniennes étaient soutenues discrètement par l'URSS. Donc, il y avait pas d'une implication aussi directe dans le conflit libanais, mais il y avait quand même un soutien à travers la Syrie, qui était dans la zone d'influence soviétique, qui était quand même un soutien implicite. Contre, bien entendu, le bloc plutôt libéral capitaliste que représentaient les États-Unis, Israël, et puis d'une certaine manière la France quand elle avait encore un peu d'influence. Donc, ce n'est pas qu'un conflit ethnique ou religieux. Il y a aussi des intérêts économiques très importants. Bon, le Liban n'a pas de pétrole, n'a pas de richesse extraordinaire. Mais c'est quand même son emplacement est éminemment stratégique. Donc, il y avait aussi une volonté de la part des deux grands blocs aussi d'interférer dans cette partie-là avec leurs alliés. Bon, du côté soviétique, c'était bien sûr la Syrie, d'une certaine manière l'Égypte aussi, mais qu'après, avec Anwar el-Sadat, l'influence soviétique s'est limitée et l'influence américaine a pris une plus grande importance. Donc, il y avait aussi un conflit. Mais ça, personne n'en parle parce qu'évidemment, c'est l'aspect le plus cruel et le plus dramatique qui vient, bien entendu, en premier lieu dans cette commémoration. Alors, nous allons passer ensuite aux phases suivantes. 1976, on a déjà un début de règlement, enfin un début de règlement entre guillemets. Il y a un élément nouveau, c'est l'intervention de la Syrie au Liban. Alors, l'histoire officielle retient que Hafez el-Assad serait intervenu à la demande des partis chrétiens, notamment de Pierre Gemayel et Camille Chamoun. La vérité n'est pas exactement, même assez éloignée, puisqu'on sait quand même que dès le début du conflit, la Syrie est présente, notamment de façon discrète auprès des Palestiniens. C'est-à-dire notamment la Saïka, cette milice syrienne palestinienne contrôlée totalement par les services de renseignement syriens, va pousser, commettre notamment des massacres abominables. Je pourrais parler du massacre de Damour, 3000 morts, femmes, enfants, vieillards, village chrétien sur la rive du sud-ouest de Beyrouth, avec un massacre épouvantable qui est perpétré par la Saïka. Alors par contre, cette intervention, Hafez el-Assad va la faire soi-disant pour faire en sorte que les chrétiens ne perdent pas définitivement, mais en réalité pour deux raisons. La raison qui lui appartient à lui, il le déclara, je crois, dans un discours du 20 juillet 1976 à l'Université de Damas, c'est que sa décision est unilatérale. Il a voulu intervenir dans le Liban parce qu'il considère que c'est une affaire intérieure syrienne, donc il considère que le moment est mûr, notamment pour mettre la main sur le Liban, et également parce qu'il a un feu vert international, lequel ? Celui des États-Unis, celui d'Israël, qui consiste à intervenir au Liban pour mettre au pas l'OLP. Voilà. Hafez el-Assad, on le rappelle, va mettre au pas l'OLP pour plusieurs raisons. C'est que Hafez el-Assad est, à mon sens, un faux nationaliste arabe. Il n'est pas du tout un nationaliste arabe. Il est en fait quelqu'un qui défend la Syrie, mais surtout quand elle est tenue par les Alaouites. Ça, on évoquera peut-être quelle était la véritable vocation des Assad. Et Hafez el-Assad ne veut pas, notamment, d'un mouvement nationaliste islamiste révolutionnaire arabe à ses portes. Imaginons notamment un OLP qui prenne le pouvoir au Liban, il serait forcément un rival, notamment extrêmement dangereux. Je rappelle que Hafez el-Assad, en 1970, élimine son principal rival, qui est le Hussein alaouite Salah Jdid. J'ai l'habitude de comparer Hafez el-Assad à Staline et Salah Jdid à Trotsky. C'est-à-dire que
Salah Jadid voulait faire, lui, la véritable révolution arabe, était un vrai révolutionnaire arabe, un vrai militant d'arabe, un vrai militant du panarabisme, alors qu'Hafez al-Assad, lui, était en fait pour le maintien, pour la défense des intérêts des Alaouites sur la Syrie. Alors, Pierre Sassine, quelques mots sur cette intervention syrienne en 1976, le contexte et les conséquences. Donc en juin, le mois de juin 1976, l'armée syrienne rentre. Elle rentre, soi-disant, pour protéger, pour résoudre le problème. Et comme vous avez dit tout à l'heure, que lors d'un discours devant l'université de Damas en juillet, Hafez al-Assad dit clairement, on leur a envoyé des armes, on leur a envoyé des munitions, ils ont tout, mais ça va pas. Donc nous sommes rentrés au Liban, comme ça, unilatéralement, sans la demande de personne, pour régler le problème nous-mêmes. On est rentré sous l'appellation de l'armée de la libération palestinienne. Donc ils sont rentrés et ce qui est à signaler, surtout à mon avis, là, c'est que aussitôt que les Syriens sont arrivés, ils ont commencé à persécuter un peu les Libanais et les chrétiens, et après Israël est rentré pour éloigner le LP. On y reviendra par la suite. On va venir par la suite. Ouais. Donc ils ont commencé à persécuter les chrétiens, quoi. Oui, alors, Pascal Mas, la présence syrienne au Liban, à votre avis, objectif? Bien sûr, c'était contrôler ce qu'ils considèrent comme une province, de même que l'Irakien considère que le Koweït est une province irakienne. L'objectif, c'était de contrôler tout ça. Il ne faut pas oublier non plus que le Liban de cette époque était extrêmement prospère, et avec des implications notamment au niveau financier bancaire avec l'Afrique. Alors, rappelons également, de façon générale, c'est qu'au début, lorsqu'on exploite véritablement de façon dense le pétrole, années 50, l'Arabie Saoudite, mais également les autres monarchies du Golfe, sont des pays qui sont en voie de développement. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle, entre guillemets, alors je vais pas le dire en courtoisie, j'ai une amende back-office, mais disons que toute la logistique administrative, financière, vient du Liban. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de compagnies d'ingénierie, moi j'en connais une indirectement, a bâti littéralement le Qatar. L'ingénierie, c'est le Liban, la banque, c'est le Liban, les assurances, c'est le Liban, les sociétés de commerce, les garanties, c'est le Liban. Et il en était de même en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, où tout le réseau même de distribution des petits commerces, tout ça, c'était tenu par disons les Libanais. Dans la région, le Liban joue le rôle véritablement de plateforme, on l'appelle la Suisse du Proche-Orient, avec en plus en 1956, sous la présidence de Camille Chamoun, le vote du secret bancaire, donc qui va amener un afflux de capitaux énorme, extrêmement important. Et puis la Suisse, c'est le tourisme. Rappelez, on passait dans les années jusqu'à la guerre, on passait ses vacances au Liban, à la plage le matin, et puis l'après-midi au ski, ou vice-versa. Oui, et puis même l'impulsion culturelle aussi du Liban, je pense notamment à Férouz. Il y a la francophonie libose, et puis rappelez également qu'avant la guerre du Liban, au moment du déclenchement de la guerre au Liban, avec cette liberté qui est une exception dans le monde arabe, la moitié des titres des journaux sont publiés à Beyrouth, dans le monde arabe. Imaginez quand même l'importance qu'avait le Liban. Donc, 1976, on a véritablement la Syrie qui s'impose. Alors, on a en effet, en 1977, une situation qui se détend sur le terrain, avec notamment un document d'entente nationale qui est défendu par les États-Unis, l'Arabie Saoudite qui va être très présente dans la guerre du début à la fin, on va le voir, notamment qui va être en quelque sorte la toile de fond des revendications sunnites. L'Arabie Saoudite qui, rappelons-le, n'a jamais accueilli un seul Palestinien sur son sol, mais a demandé en effet au Liban d'en être en quelque sorte l'exutoire. On a un document d'entente constitutionnelle de 1977 où déjà on édulcore les prérogatives chrétiennes. C'est déjà un taïf avant la lettre, Pierre Sassine. C'était quand il y avait l'armée de dissuasion. Voilà, l'armée arabe, la force arabe de dissuasion, notamment. Ils sont entrés au Liban pour calmer un peu les esprits. En fait, la quasi-totalité était conçue de l'armée syrienne. Voilà. Alors, et il y avait les autres. Mais il y a une prise en main également, on le constate,
par la Ligue arabe, justement, la Ligue arabe qui va avoir un seul but, justement, c'est d'édulcorer notamment le pouvoir des chrétiens. Vous pouvez dire un petit peu sur le rôle de la Ligue arabe, Pierre Sassine? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur le rôle de la Ligue arabe, justement, à partir de 1977? La Ligue arabe, c'était un peu dans l'esprit d'apaiser un peu les choses, d'apaiser, de calmer un peu, mais c'est vrai que le régime syrien avait intérêt à saboter toute affaire de ce genre-là. Donc, il était en application directe, malgré la présence de pays arabes et de la Ligue arabe, ils ont pu rien faire. Hein. Alors, 1978 ensuite, une étape importante, puisqu'il y a un nouvel acteur qui rentre au Liban, ce sont les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a, après la multiplication des attaques, notamment de l'OLP du Liban Sud contre le nord d'Israël, les Israéliens déclenchent, je crois, en printemps 1978, l'opération Paix pour l'opération Litanie, c'est-à-dire qu'ils vont envahir le Liban Sud, justement jusqu'au Litanie, constituer justement un État tampon qui est l'État libre du Liban Sud, avec des alliés, l'armée libre du Liban Sud, du Major Haddad, puis d'Antoine Lahad. On constate quand même une chose, une nuance avec les autres occupations israéliennes, c'est qu'il n'y a pas d'installation de colons. C'est-à-dire qu'Israël ne vise pas véritablement une annexion, ou du moins une présence à long terme dans le Liban Sud. Mais néanmoins, elle va assumer une présence pendant 22 ans, 1978 jusqu'en 2000, au Liban Sud. Est-ce que l'acteur israélien, Pierre Sassine, a des buts particuliers au Liban, distincts de ceux de la Syrie ou d'autres? Quels sont ses objectifs? De moi, ce qui est annoncé, c'était en 1978, quand ils sont rentrés, c'était l'opération Litanie, c'était éloigner l'OLP des frontières. Et ils sont restés, mais c'est ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que c'était l'entrée d'Israël en jeu, c'était après l'entrée de la Syrie et l'implication directe de la Syrie. Et à chaque fois que la Syrie a une implication directe et qui brise un peu les lignes rouges sur place, il y a Israël qui intervient. On verra peut-être plus tard avec la guerre de Zahle. C'est aussi ce qui s'est passé. Donc pour moi, Israël, ce qu'elle veut du Liban, c'est simple, c'est sa sécurité, la sécurité de ses frontières avec le Liban. À mon avis, il n'y a pas de conflit territorial. Bien sûr qu'il y a des petites divergences pour la ligne de frontière, le tracé et tout, mais ça, c'est des conflits qui peuvent se régler. Mais dire qu'aujourd'hui, il y a un objectif, un conflit territorial, qu'Israël veut envahir le Liban, du moins, je ne le vois pas. On entend quelques réclamations aujourd'hui, des gens très extrémistes, des gens talmudiques, des choses comme ça, mais a priori, à mon avis, il n'y a pas de problème territorial. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu également une entente, on a parlé de l'accord des lignes rouges entre Israël et la Syrie au Liban, à partir de son âge jusqu'à la Guillaume, c'est-à-dire qu'Israël n'allait pas au-delà du Litanie et la Syrie de rester dans la Beka, notamment n'attaquait pas forcément les régions chrétiennes? Oui, il y a un accord qui n'est pas déclaré. Il y avait des limites qui étaient dessinées et tracées, on le voit à chaque fois. Hein. Pour ça, je vous ai parlé tout à l'heure de la guerre de Zahle, c'est pareil, il y a l'aviation israélienne qui... Alors, rappelons la guerre de Zahle, 1981, là on avance dans la Beka. Zahle, qui est une grande ville chrétienne de la Beka, et où 300 phalangistes, membres des forces libanaises, sont assiégés par près de 10 000 membres des forces spéciales syriennes, dirigées à l'époque par Rifat al-Assad, le frère d'Hafez al-Assad, et ils vont résister finalement. Ils vont résister, et avec des interventions internationales, notamment Philippe Habib, qui l'a envoyé du président Ronald Reagan, eh bien, Zahle va être préservé notamment de l'assaut syrien. Oui, moi je parlais de Zahle pour faire la comparaison pour l'intervention israélienne, mais il y a une époque un peu avant Zahle qui était importante, c'était la guerre de 100 jours. Quand l'armée... 1978. Voilà, quand Parlez-nous de la guerre des 100 jours. Quand l'armée syrienne a enlevé... La Syrie véritablement qui se retourne contre les chrétiens en 78. Qu'est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette guerre, qui va être ensuite la matrice de la guerre du Liban jusqu'à la fin, l'affrontement entre les forces chrétiennes et la Syrie. Voilà, ça c'était vraiment l'affrontement très très important pendant la guerre de 100 jours. La guerre de 100 jours, le déclenchement c'était quand sur un barrage de l'armée syrienne à Shraviyeh, il y a Cher Bachir Gemayel
Béchir Gemayel, qui est le chef des forces libanaises, voilà. Le chef charismatique. Voilà, qui est enlevé. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le déclic, parce que bon, c'est toujours qu'il y a d'autres raisons. L'autre raison, c'était déjà des combats et des combats. Alors, il y avait un accrochage déjà à Fayadji entre les cadets de l'armée libanaise et les membres de l'armée syrienne. Déjà. Donc ça a commencé à... Voilà, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils sont organisés pendant ce temps-là, depuis 75 jusqu'à 78. Ils ont eu le temps de se préparer. Alors les forces libanaises vont se structurer, se doter d'un chef, un charismatique, Béchir Gemayel, jeune chef, né en 1947, qui a à peine plus de 30 ans à l'époque, et ils vont également se fournir en armes auprès des Israéliens, qui vont leur donner, je crois, du matériel pris aux Palestiniens et leur vendre du matériel à eux, les équiper. Donc, cher Béchir Gemayel, ce qu'il a fait, c'est unifier ce qu'on appelle les fusils, dans le sens qu'il a fait une fédération. Donc il y a un conseil politique qui va grouper tous les partis du front libanais, qui est composé de Kataïb, de PNL, de Tanzim, de Gardiens de Cèdre. Et il va faire un conseil militaire issu de ça. Donc il va y avoir une véritable armée, une résistance chrétienne, et qui va faire face à tout cela. Et ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi quand même à faire sortir les Syriens grâce à un accord à la fin de Alors, 100 jours. Ils ont libéré quand même... Les régions chrétiennes, notamment Ashrafieh, qui est le cœur chrétien de Beyrouth, sont très sauvagement bombardés. Là, c'est évidemment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont perpétrés par le régime Assad. Mais ce pays chrétien va résister et va s'avérer être imprenable par la Syrie. Voilà, c'est là où les Syriens étaient contraints de quitter ce qu'on appelait à l'époque Beyrouth-Est. Et il y a de nouvelles lignes qui sont sur place. Alors, justement, événement ensuite, 1982, des Israéliens sont agressés. Il y a une attaque contre notamment une ambassade israélienne, je crois que c'était à Londres, perpétrée par l'OLP qui continue sa guerre d'escarmouche contre Israël au Liban Sud. Et mai-juin 1982, c'est Menahem Begin et Premier ministre Israël, Ariel Sharon, ministre de la Défense, ils décident l'opération Paix pour la Galilée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette opération Paix pour la Galilée? Paix pour la Galilée, c'est en 82, quand Israël a envahi le Liban, ils sont arrivés jusqu'à Beyrouth. Bon, paraît-il que les accords avec les Américains et l'autorisation ne permettaient pas... À Beyrouth, où ils bombardent Beyrouth-Ouest, et ils chassent l'OLP de Beyrouth. Donc ils chassent l'OLP de Beyrouth. Qui va partir à Tripoli en 83 et qui va être définitivement évincé du Liban en 83. Voilà. C'est-à-dire que là, la carte palestinienne quitte le Liban. Et puis la conséquence, bien sûr, ça coïncide avec la fin du mandat d'Elias Sarkis, du mandat du président, et Béchir Gemayel, à la surprise générale, le chef charismatique des forces libanaises, est élu président du Liban le 23 août 1982, avec les voix chrétiennes, mais une forte majorité des voix chiites, quelques voix druzes et quelques voix sunnites. C'est-à-dire que Béchir Gemayel va être élu, et à partir de là, il va tendre la main à toutes les communautés, demander la reconstruction d'un Liban libre, souverain, indépendant, sans les forces étrangères, les Syriens, les Palestiniens bien sûr, mais à terme également les Israéliens. Et tragiquement, on le sait, le 14 septembre 1982, Béchir Gemayel est assassiné. C'est peut-être le jour le plus sombre de l'histoire du Liban, parce qu'il y avait eu véritablement 3 semaines d'espoir. Est-ce que vous remémorez un petit peu cette période qui a été celle de l'espoir fou de l'élection et puis du désespoir absolu de l'assassinat de Béchir Gemayel? Il faut le rappeler, par un militant pro-syrien, et donc par les services secrets syriens. Oui, c'est un jour très très triste. Enfin, déjà, nous, on célébrait le 14 septembre la fête de la Croix, la Sainte-Croix. Ouais. Donc, on entendait ce qui s'est passé à Beyrouth. Et là, c'était vraiment le choc beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur cher Béchir Gemayel. Jusqu'à maintenant, les gens savent. Il n'y a pas un seul patriote libanais qui ne vous dit pas que c'était vraiment un tournant important dans la vie du Liban, l'assassinat de cher Béchir. Et depuis l'assassinat de cher Béchir, on s'en est jamais remis. Jamais. Ouais, je pense que notamment les Libanais, en général, les chrétiens en particulier, n'ont jamais en effet retrouvé un chef. Béchir Gemayel, qu'est-ce que ça évoque chez vous, Pascal Mas? Béchir et son frère après.
Amin est venu, mais oui. disons surtout la figure de Béchir Ah bah Gemayel. oui, bien sûr, il était très charismatique. C'était lui. Bon, il avait une tendance un petit peu droitiste, si on regarde ça depuis Paris. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Je ne vais pas vous contredire, mais il était bon du côté européen, on se méfie un petit peu de lui parce que il n'était pas comme les autres, hein, c'est évident. Et puis c'était quand même une grande famille, les Gemayel et comme les Chamoun d'ailleurs, c'est des deux grandes familles qui comptent terriblement, fortement. Je voudrais quand même dire quelque chose, parce qu'on est arrivé à la fin des années 70, début des années 80. Il y a un nouveau membre qui rentre sur la scène, sur le théâtre, qui s'appelle l'Iran. Alors, on va en parler justement. D'accord. On va en parler, mais je souhaiterais tout d'abord donner la parole, si on veut, à la technique pour un bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci à la technique, merci à Claudia. Alors, je voudrais rappeler sur Béchir Gemayel déjà 2 références bibliographiques. Une plus ancienne, le livre de Selim Abou, Béchir Gemayel ou l'esprit d'un peuple, et un ouvrage de synthèse assez intéressant, plus récent, écrit entre autres par Yann Bali, qui est souvent présent sur ces ondes, président de Chrétiens des Solidarités. Béchir Gemayel, je crois que c'est aux éditions Qui suis-je, collection Qui suis-je, Béchir Gemayel, aux éditions Pardes. Il me semble, Béchir Gemayel, pour moi, est une figure indépassable de l'histoire du Liban et de la guerre du Liban, parce que je pense que Béchir Gemayel est un homme qui est hors du temps et de l'espace, qui va au-delà du Liban. Déjà, sur le Liban, il avait posé comme préalable le refus de la dimitude. C'est-à-dire que les chrétiens du Liban entendaient ne pas vivre, notamment forcés, il est vrai, à avoir peut-être plus de force, plus d'opportunités, plus de chance peut-être, de ce refuge montagneux qui était le mont Liban, de pouvoir refuser la dimitude, et qui est, à mon avis, le fait essentiel par rapport à l'islam, ne pas vivre, n'être autorisé à vivre n'être autorisé à vivre qu'en citoyen de seconde zone. Et Béchir Gemayel avait dit qu'en effet, qu'au Liban, l'essentiel, c'est que les chrétiens puissent, en effet, marcher la tête haute, et le droit de faire sonner leur cloche sans demander à qui que ce soit. Il avait dit d'ailleurs, nous ne serons pas une dernière Byzance, mais nous serons une nouvelle Jérusalem, appelant justement les chrétiens d'Orient à rejoindre le Liban dans un pays qui serait le leur, dans lequel ils vivraient en toute dignité. Et il avait envoyé justement un message aux Européens, aux Occidentaux, notamment sur les chrétiens d'Orient, en disant qu'il ne fallait pas concevoir de façon inéluctable leur extinction lente et leur disparition programmée. Je pense que Béchir Gemayel est quelqu'un qui avait vu, notamment très rapidement à partir du Liban, notamment la barbarie islamiste qui nous menaçait. Très rapidement, il avait vu d'où venait l'essentiel, et le fait que le chrétien devait bien sûr défendre sa foi, mais résister s'il le fallait, par tous les moyens justement à la domination, à l'écrasement et à la barbarie islamiste. Je crois qu'il faudra plus que jamais méditer aujourd'hui le message de Béchir Gemayel. Et je pense que sa disparition, le vide qu'il a resté n'a jamais, hélas, ne restera jamais comblé, quelle que soit notamment la qualité de ses héritiers, notamment son fils Nadim Gemayel, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre, qui est un ami, ou son neveu Sami Gemayel, qui sont des jeunes gens très valeureux, très, très courageux, très compétents et très investis. Alors, Pascal Masse, en effet, 1982, l'affaire israélienne, et quelques mois après, 1 an, 2 ans après, on voit apparaître 1984, notamment une organisation qui est le Hezbollah, et un nouvel acteur qui est l'Iran au Liban. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, avant de parler de ça, je vais faire très rapide. Il ne faut quand même pas oublier que dans les pays voisins, je pense à l'Égypte, en Syrie même, et en Irak, les chrétiens étaient considérés comme des gens parfaitement égaux par rapport aux autres. Il y avait même des premiers ministres chrétiens. Alors, dans les régimes, à l'époque, bassistes, c'était un Exactement, bassiste c'est-à-dire laïque. laïque et bassiste. Donc, Surtout en Irak, beaucoup plus qu'en Syrie. En Irak, oui, absolument. Avec le Premier ministre, il était de même, la même chose en Égypte, qui étaient des chrétiens. Donc, et moi, j'ai le souvenir aussi, j'ai pas mal fréquenté des familles iraniennes, que les chrétiens n'étaient pas ennuyés du tout, et même après la révolution de l'imam Khomeini, les chrétiens n'étaient pas considérés comme une puissance néfaste. Alors, disons, relativisons quand même, il est vrai que dans la constitution iranienne, notamment celle de 1981 ou 82, il me semble, 82, la liberté religieuse est affirmée, mais on ne peut quand même pas dire que
les chrétiens étaient sur un piédestal en Iran. On ne peut pas non plus exagérer. Personne, sauf personne à part les chiites, personne n'était sur un piédestal. C'est ça, exactement. Ni les juifs, ni les zoroastriens, ni les arméniens. Les derniers juifs d'Iran sont partis à ce moment-là, parce que sinon, c'était comme d'autres. Il en reste toujours, il en reste quelques centaines, paraît-il. Dit-on, oui. Donc, l'apparition du régime de Khomeini en Iran en 79 brouille un petit peu le jeu, et surtout le jeu des grandes puissances. Parce que l'Iran était bien entendu administré par les États-Unis, et là tout d'un coup, et ça ne tombe pas dans l'escarcelle de l'Union soviétique non plus, parce que les relations entre l'URSS et l'Iran ont toujours été à la fois, c'est un peu comme avec la Chine, c'est à la fois on s'apprécie un jour, mais on fait quand même attention. Donc, je rappellerai quand même que la vraie conférence au cours de laquelle a été partagée l'Europe, c'est la conférence de Téhéran, c'est pas celle de Yalta. Oui, bien sûr. Yalta, c'était juste pour valider, en présence de ce pauvre Roosevelt qui était gratteux, c'était le Biden. Très malade, très malade. Biden premier. Et donc l'Iran est surtout gros producteur de pétrole et tout ça. Donc, c'est au tout début, en 79, à part la gauche française qui a trouvé que l'ayatollah Khomeini était un type génial, se méfie un petit peu pour essayer de savoir ce que ça allait donner. Et puis on a tout rapidement vu ce que ça a donné. Au début de cette émission, on a parlé de la libération par les communistes au Vietnam et au Cambodge. En Iran, c'était pas mal non plus les premières années de... Rappelons quand même que la révolution iranienne n'aurait peut-être pas pu être enclenchée sans la gauche iranienne, la gauche marxiste, le Toudé, le Parti communiste, qui ont joué le rôle d'idiot utile, d'ailleurs, dont les militants étaient souvent issus de la bourgeoisie favorisée de Téhéran, et qui en fait ont été d'ailleurs les premières victimes notamment des répressions de Khomeini. Alors les larmes de Marjane Satrapi dans son film Persépolis pleure elle-même d'ailleurs sur le sort qui a été réservé aux militants gauchistes tel qu'était son père, par exemple. Bien sûr, mais l'Iran de même était une puissance très importante, 9e puissance mondiale à l'époque, prospère, et puis surtout les Iraniens sont des Perses, c'est pas des Arabes, c'est pas des Turcs, c'est pas du tout le même mode de pensée. Et donc, au tout début, dans les premières années, 79-82, on ne savait pas trop comment faire. Puis quand il y a eu la prise d'otage à l'ambassade américaine, là, le régime s'est quand même bien montré sous son vrai visage. Et a commencé à entretenir des mouvements de déstabilisation. Et c'est à cette période-là que je pense que le Hezbollah a été créé. Et donc, il s'est substitué d'une certaine manière à l'OLP. Et le protecteur n'était plus le même, c'était l'Iran qui est, jusqu'à aujourd'hui, soutient le Hezbollah. Alors Pierre Sassine, justement, le Hezbollah, est-ce qu'il s'est substitué à l'OLP ou est-ce qu'il était là au Liban pour d'autres raisons encore? Il a fait les deux. Il a fait les deux parce qu'il y a l'histoire avec la révolution iranienne, c'est là où on a vu un peu le conflit entre le mouvement Amal qui est chiite lui-même et le conflit avec Hezbollah. Ils sont tous les dirigeants de Hezbollah, ils sont issus du mouvement Amal en fait. Ce sont les mêmes. Alors, Amal qui était le mouvement, je rappelle, chiite, créé par Hussein Moussaoui qui était un Irakien à l'origine, un prédicateur. Moussa Sad, excusez-moi, qui était d'origine irakienne. Et qui a parrainé en fait au plan politique Nabi Berri, qui était un avocat qui avait vécu en Afrique de l'Ouest, fait des études aux États-Unis, qui représentait lui plutôt la bourgeoisie chiite, assez prospère. Et ce mouvement, en quelque sorte, a mis la main sur la communauté chiite dont il faut dire qu'elle était démographiquement importante, mais poétiquement quelque peu marginalisée. Et je sais que Béchir Gemayel, notamment, avait regretté que cette erreur de casting de 1943, c'est que les chrétiens maronites avec Béchar el-Khoury, qui représentait un petit peu ce pôle pro-arabisant chez les chrétiens, avaient pactisé en quelque sorte avec les sunnites, alors que les chiites, eux, reconnaissaient beaucoup plus facilement les Talibanais, au moins auraient reconnu peut-être plus facilement les Talibanais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting en 1943 si les maronites avaient pactisé avec les chiites plutôt qu'avec les sunnites? Moi, je suis pas très d'accord. Je suis pas très à l'aise avec
cette histoire, parce qu'on a vu par la suite comment ça s'est Alors, passé. c'est vrai, le Hezbollah ensuite a capté véritablement l'expression chiite, ça c'est vrai, par la Ils suite. sont chiites et libanaises. Chiites à la rigueur, je dirais, bon. Mais libanaises, hein, c'est surtout ça. Donc, et aujourd'hui, on est en train d'assister presque, mais d'une façon un peu sournoise et silencieuse, au match retour. Donc là, il y a quelques échos, comme quoi Amal va reprendre le dessus sur Hezbollah, comme ça, la communauté chiite, elle est sauvegardée. Mais c'est des calculs assez Alors, cyniques. on en vient pratiquement en quelques dernières minutes de l'émission. Je voudrais quand même conclure justement avec la fin de la guerre du Liban. La guerre du Liban se conclut en 1988-1990, avec notamment la fameuse période du général Aoun. 1988, je rappelle, impossibilité. Hein, le pays est fractionné entre le parti chrétienne, parti libre et le reste occupé par la Syrie, et avec la partie sud occupée par Israël. On n'arrive pas à se mettre d'accord pour désigner un successeur à Amin Gemayel qui a en fait qui est entré en fonction après la mort de son frère, qui lui n'a pas pu exercer la charge de président de la République. 1988, son mandat arrive à terme, un mandat de 6 ans non renouvelable, et impossibilité de désigner un gouvernement. Amin Gemayel désigne comme Premier ministre provisoire le général Michel Aoun, chef d'état-major de l'armée, alors que Selim Ross, le Premier ministre, qui était pourtant démissionnaire, sous la pression de la Syrie, reste. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, Michel Aoun, lui, s'opposant à la présence syrienne, va d'abord déclencher une guerre de libération en mars 1989, quelques semaines après des affrontements avec les forces libanaises de Samir Jarjar, hein, par la composante principale, la composante de défense chrétienne. Et ensuite, cette guerre de libération va amener notamment des bombardements massifs de la Syrie, hein, comme sans précédent. Mais ensuite, une dissension va avoir lieu au sein du camp chrétien, tant et si bien qu'en janvier 1990, eh bien, il y a un affrontement interchrétien qui va être tout à fait dramatique entre le général Michel Aoun et les forces libanaises. Le conflit se résumant par un jeu à somme nulle, d'ailleurs plutôt à l'avantage sur le terrain des forces libanaises. Et on sait, le 13 octobre 1990, qui coïncide justement avec le déclenchement 3 mois plus tôt de la guerre en Irak. La Syrie s'est rangée entre guillemets du bon côté et va toucher en quelque sorte son pourboire, hein, pour reprendre l'expression de Bismarck en termes diplomatiques, va pouvoir mettre la main sur le Liban et va en effet pouvoir annexer, après une attaque rapide notamment, le réduit du général Aoun qui trouvera refuge en France pendant une quinzaine d'années. Alors justement, est-ce que cette phase de la guerre du Liban, qui a été la plus aiguë, hein, la phase 1989-1990, qui se solde par une guerre chimérique contre la Syrie, un affrontement interchrétien, est-ce que là, c'est peut-être là qu'on trouve peut-être pas le succès d'année le plus marqué, notamment du drame libanais ? Puisque vous avez vécu, je crois que ces guerres en témoin, je crois que vous êtes venu en France à ce moment-là, Pierre Sassi. Oui, je suis venu 2 jours après la chute de Babda et l'arrivée des Syriens. Donc oui, c'est dramatique parce que c'était une guerre entre frères, entre cousins, dans la même famille. Il y a des mamans qui avaient reçu 2 cercueils, un des forces libanaises, un de l'armée, mais ce sont les enfants de la famille. Donc c'était très dur à vivre et en même temps c'était catastrophique au niveau national et résultat pour le Liban. Parce que c'est là où on a permis ce qu'on appelle la PAC Syria, hein. Pax Syriana, ouais. Bah, sans ça, il y aurait pas eu l'invasion syrienne de cette ampleur, hein. Alors, Et la mainmise totale. ouais, Pascal Malz, quelques mots sur ce dernier terme de la guerre du Liban, années 89-90, avec à la fois la guerre de libération du général Aoun et la guerre interchrétienne. On en est au même point. C'est-à-dire que le pays est fracassé et maintenant il est ruiné en plus. Donc c'était le dernier épisode militaire où les gens sont tirés dessus entre eux. Hein. Bon, il y a toujours des bombardements israéliens sur le Hezbollah, mais c'est le dernier épisode où les Libanais se sont entretués, c'est le cas de le dire, entretués. Et puis, rien n'a changé. Le système politique est toujours aussi corrompu, pourri, et l'explosion du mois d'août était l'illustration de tout ça. Et malheureusement, malgré les gesticulations de Macron et un peu de bonne volonté de la part d'autres partenaires, la situation est bloquée. Il
n'y a pas de président crédible, il n'y a pas de Alors, gouvernement, et les différentes parties veulent se justement, partager les ministères. justement, moi je pense à cette phrase de Clovis à Revers. Clovis disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'au Liban, justement, la politique n'est-elle pas la continuation de la guerre La par guerre, d'autres si, moyens? si. Pierre Sassine d'abord. Oui, c'est toujours. Depuis la fin de la guerre du Liban jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais même là, il n'y a pas la guerre. Puis à chaque fois qu'on a des élections présidentielles, nos partenaires, ils veulent pas laisser passer. Hein. Ça bloque les élections, ça empêche les réformes, ça continue. Pascal Mas, alors la politique continuation de la guerre? Ah oui, assurément. Quand on voit le comportement du Hezbollah qui exige les ministères régaliens et puis qui laisse le reste aux autres, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'armes, enfin peut-être un peu dans les tiroirs, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... À partir du moment où la constitution libanaise n'est pas révisée et qu'il y a des vraies élections avec des vrais représentants, avec des vrais partis, ça continue. Et malheureusement, ce qui est en train de se produire, c'est que le Liban se vide de sa population, les gens qui peuvent partir. Et singulièrement sa population chrétienne, Bien ses forces sûr, vives. bien sûr. Donc il y en a qui ont aussi intérêt à ça, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, au lieu de faire la guerre aux chrétiens, eh bien, les autres se disent ils vont partir un jour. Et c'est l'aboutissement de la doctrine Kissinger dont je vous parlais tout à l'heure. Et justement, doctrine Kissinger, mais également une doctrine française, puisque, rappelons-le quand même, en 1975-76, on est à l'époque en pleine France giscardienne, et Valéry Giscard d'Estaing montre, d'ailleurs les ministres de l'époque, Jean Sauvagnargues et Louis Guéringaud, vont avoir des propos insultants contre les chrétiens libanais, montant justement leur volonté de préserver notamment le monde arabe. On est en crise pétrolière. La France qui lâche véritablement les chrétiens, la France de Saint-Louis qui avait pourtant affirmé que les maronites étaient une partie de la nation française. Est-ce qu'au finalement, la guerre du Liban, ça reste pas la nôtre, et c'est une guerre également que nous avons non seulement ratée, mais que nous avons perdue par lâcheté? Pierre Sassine d'abord. Oui, la France a perdu la guerre. C'est pour ça qu'elle est peut-être, j'espère que non, susceptible de la subir. Voilà. La guerre du Liban, ça aurait dû être la nôtre, Pascal Mas, depuis Assurément, étant donné la responsabilité de la France à l'époque du mandat, et l'implication de la France aurait dû être bien plus étendue qu'elle ne l'a été. Et ça par couardise, par faiblesse, comme on le voit maintenant sur d'autres terrains, sur d'autres théâtres. C'est-à-dire que la France a tout perdu, elle perd même aujourd'hui la francophonie. Oui. Voilà, ce sont sur ces mots pas très optimistes, mais nous voulons quand même rester optimistes en ce week-end de Pâques de la résurrection. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Merci encore une fois à Claudia, à la technique. Et nous retrouvons, nous espérons, dans 4 semaines. Merci.